L'enfer sur terre, Paris l'aura vécu hier soir avec une série d'attentats ayant fait 128 morts et près de 300 blessés. Horreurs et crimes contre l'humanité s'indigne unanimement le monde. Les institutions de la République optent pour la politique de proximité avec les citoyens. Ce fait, une journée porte ouverte a été initiée ce samedi. Journée contre le diabète, l'hôpital du Mali s'équipe d'un centre flambant neuf contre le fléau qui se dope, mais la sensibilisation s'organise pour juguler. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Paris a vécu l'enfer ce vendredi soir avec une série d'attentats presque simultanés aux alentours du Stade de France où se jouait un match amical France-Allemagne dans une salle de concert Bataclan, dans des cafés ou restaurants des 10e et 11e arrondissements. Bilan, plus de 120 morts et 250 blessés, dont une centaine dans un état critique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier soir à Paris? Film d'une soirée de panique consécutive à des attaques en règle. Sori Ibrahim Keita. La victoire des Bleus français 2-0 face à l'Allemagne ce vendredi soir restera fort dérisoire et totalement anecdotique. Un jour noir ou rouge, choisissez le terme qui vous convient, où tout était à l'envers. Le déroulé exact de leurs actes reste encore difficile à établir. On les estime au nombre de 8 au total pour 7 points d'attaque. 21h17. Première explosion à l'extérieur du Stade de France où le président Hollande assistait à un amical France-Allemagne. 2 minutes plus tard, une seconde détonation retentit. Au même moment, au Bataclan, boulevard Voltaire, plusieurs hommes en armes ouvrent le feu en plein concert rock. La prise d'otage durera plusieurs heures avant l'assaut des forces à 0h30. Bilan de la soirée, 128 morts, 300 blessés et 8 assaillants tués. Le président François Hollande a notamment décrété un état d'urgence, fermé les frontières avant de décider un deuil national de 3 jours et de convoquer le Parlement dès lundi sur la question, consécutivement à un conseil de défense de ce matin. Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. De nombreuses personnalités nationales et étrangères ont, chacune dans son style, exprimé leur solidarité à la France suite à ce qu'elles considèrent comme un crime contre l'humanité aujourd'hui revendiqué au nom de la guerre en Syrie. Pour la deuxième fois en moins d'1 an, Paris a été le théâtre d'une série d'attaques d'une ampleur sans précédent. La question qui se pose aujourd'hui est donc celle de savoir, y aura-t-il désormais un avant et un après 13 novembre. Suite à cette série d'attentats, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réagi. Il a condamné fermement ces actes terroristes. Nous l'écoutons. C'était ce matin à l'entame de la cérémonie de lancement des journées portes ouvertes sur les institutions du Mali, propos recueillis par Nianyalou Traoré. Mesdames, Messieurs, chère jeunesse, le monde entier a été frappé de stupeur. D'effroi. Aucun être humain digne de ce nom ne peut tranquillement ôter la vie à autant de personnes innocentes. Pour quel motif, pour quelle cause? Aucune cause ne vaut cela. Cette abomination. Nous sommes solidaires, totalement solidaires, et en sympathie totale avec le peuple de France, qui il n'y a pas longtemps a montré à notre peuple sa solidarité quand elle a envoyé ses fils mourir en terre malienne. Cette France-là peut compter sur nous et sur le monde entier.
On a voulu éteindre la lumière dans Paris, mais Paris restera toujours la ville lumière. Aucun bras sauvagement armé ne pourrait jamais éteindre la lumière de Paris. Et celle de l'espoir du monde entier, et celle de la confiance qui restera dans les cœurs, chaude et vive. La terreur, le terrorisme, c'est la peur, c'est vous effrayer, créer la psychose. Non. Non. À cet égard-là, évitons les fausses rumeurs. Mais pas de peur, de résolution, de détermination farouche, plus que jamais, telle celle que nous avons sentie dans les mots que le président François Hollande vient de délivrer au monde et à la France. Certes, on a frappé la France, mais c'est le monde, le vôtre, celui que nous préparons qui est en ligne de mire, qui est visé. Mais Inch'Allah, nous ferons en sorte que vos vies soient sauvegardées. Que demain, dans le monde entier, règne la paix. Cette paix qui seule est mise entre des hommes dans un monde civilisé, dans un monde de valeurs, dans un monde où la vie compte, dans un monde où elle n'est pas livrée aux caprices de ceux qui ont perdu depuis longtemps la qualité du pain. Chacun reste calme. Ce qui doit être fait en le nom de la République l'est depuis hier soir. L'était déjà, mais toutes les mesures sont renforcées. Pour autant, on sait qu'on n'est pas à l'abri. La France était en vigie renforcée depuis des mois, depuis Charlie Hebdo. Pourtant, on a vu cela. Quand ces êtres-là se glissent parmi nous, avec le dessein de faire ce qu'ils ont fait hier soir, chacun doit être d'une vigilance absolue. Je ne dis pas de créer un système de soupçon, de voisinage sans aucune essence de base, de cause, mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Regardons autour de nous. Aidons les forces de sécurité. Leur mission n'est pas facile. Leur tâche est ardue. Je voudrais vous demander enfin une minute de silence à l'endroit de toutes les victimes innocemment tombées hier soir à Paris. Merci. Pour tout savoir sur nos institutions, tapez désormais www.alécoledesInstitutions.ml. Le site web a été lancé aujourd'hui au lancement des journées portes ouvertes sur les institutions du Mali. C'était sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. L'initiative du Conseil national de la jeunesse et du ministère en charge des institutions vise à faire connaître le rôle et les missions des institutions de la République au plus grand nombre de jeunes. Compte rendu, Nyanya Lou Traoré. Connaissons-nous réellement les institutions de la République du Mali? Je ne me rappelle pas de ça. Vous ne connaissez pas il y a combien d'institutions au Mali? Non. Nous avons 8 institutions au Mali. Là, ça c'est une question piège que vous me posez. Bon, je peux situer, il y a en première position se trouve le président de la République, après il y a le gouvernement, après il y a l'Assemblée nationale, il y a la Cour... La présidence, la primature, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la haute la justice, le Conseil économique et social, le médiateur de la République, peut-être le... Oui et non.
à la lumière de ces réponses. Pour inverser la tendance, le Conseil national de la jeunesse CNJ et le ministère en charge des institutions se sont lancés le pari de faire en sorte que la jeunesse, futur porte-flambeau d'une nation, s'approprie des fondements, valeurs et symboles de la démocratie. C'est tout le sens de la démarche du Conseil national de la jeunesse du Mali, en initiant ce projet avec le ministère du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. Un projet qui vise à améliorer le niveau de connaissance des institutions de la République du Mali pour permettre aux jeunes d'acquérir une culture démocratique dans une perspective de participation citoyenne. Il ne s'agit pas de les connaître superficiellement, mais de les maîtriser, de pouvoir les enseigner et de pouvoir les faire enseigner par chaque fils de ce pays pour que chacun de nous en soit propriétaire et aussi défenseur. Je suis convaincu que ce but ne peut être atteint si les institutions de la République elles-mêmes ne sont pas connues et encore moins respectées par les citoyens. La présente cérémonie, marquée du sceau de la plus grande solennité, est un signal fort qui ouvre la voie aux autres étapes du projet, notamment l'organisation d'échanges et la réalisation d'actions de sensibilisation et de communication dans toutes les régions du pays par les institutions de la République elle-même avec la participation de la jeunesse de notre pays. Troisième institution du pays, après le président de la République et le gouvernement, l'Assemblée nationale à la personne de son président était ce jour le porte-parole de tous les présidents d'institutions. Issaka Sidibé a fortement recommandé aux jeunes de multiplier ces actions qui sont d'ailleurs les bases d'une bonne culture démocratique. Nous avons la profonde conviction que l'avenir de notre démocratie passe par le citoyen, par sa participation et son implication. En rétablissant le lien de confiance avec les citoyens, nous pourrons entreprendre le chantier de la modernisation et de la gouvernance, de même que de leur adaptation aux attentes légitimes de nos populations. Aussi, il me paraît-il opportun de trouver des mécanismes permettant d'encourager et d'augmenter de manière notable la participation citoyenne. C'est dans cet esprit que nous voulons saluer l'institution de la semaine des institutions qui vise à faire la promotion de l'importance de l'ensemble des institutions démocratiques et publiques dans le développement et l'épanouissement de la société et dans le maintien d'une réelle démocratie. La cérémonie a été marquée par la projection d'un film qui exposait les missions des institutions présentées par leurs présidents respectifs. Par exemple, le président du Haut Conseil des collectivités a pratiquement lancé un cri de cœur à l'endroit du public en l'invitant à mieux connaître son institution qui est très souvent considérée comme une direction des collectivités. Notons que les journées portes ouvertes se poursuivent au siège des différentes institutions. Un site est aussi désormais disponible, www.alécoledesInstitutions.ml pour de plus amples informations sur les institutions de la République. Citoyens, à vos claviers donc, comme l'a si bien dit le président du CNJ, il est impérieux de nous connaître nous-mêmes pour mieux nous comprendre afin de bâtir une démocratie meilleure et consolider nos élans du patriotisme dans la paix et la concorde. Au lancement de ces journées portes ouvertes, le président de la République a également appelé les jeunes à s'instruire et surtout à mieux connaître leur pays. Décryptage du discours du chef de l'État avec Séni Touré. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est apaisanti sur la nécessité pour les jeunes de s'instruire à travers la lecture. Tirant les leçons de sa propre expérience, il a rappelé les limites de l'exercice du pouvoir d'État. Il devient le garant des institutions, donc celui qui va veiller à l'application la plus correcte de la Constitution, qui est la loi suprême de la République. Ces charges sont lourdes et hautes, très hautes. Il nomme aux plus hautes fonctions de l'État. La première, celle du chef du gouvernement, qu'il choisit parmi les personnalités les plus compétentes et les plus à même de conduire son projet politique, lequel, à son tour, lui propose une liste gouvernementale et, d'accord commun, cette liste approuvée
devient le gouvernement de la République. D'autres fonctions également militaires. Il est, ex-qualité, le commandant suprême des forces armées. Il préside le Conseil de défense et préside la prise de toutes les décisions importantes concernant la défense et la sécurité du pays. Il veille à l'harmonie de relations entre les institutions au quotidien. Pour ce faire, il peut, via le Premier ministre, nommer un ministre en charge de ces relations-là. Poste que vous occupez aujourd'hui, madame, avec le plus grand bonheur. Et c'est de bien bonne grâce que l'exercice m'a séduit. Venez par devant vous, jeunes du Mali, dire ce qu'est ma charge, comment je la comprends et comment je la conduis. Et dans une telle situation, il est bon, il est sage de pouvoir raison garder. Mais l'homme étant ce qu'il est, fort heureusement, son travail est balisé, totalement balisé. Aux représentants de la jeunesse malienne, le président de la République a réaffirmé la place des jeunes dans le développement et surtout dans l'édification d'une paix durable dans notre pays. Trouver ici au Mali de quoi vous mettre au travail dans les conditions sécurisées et dignes, non pas infra-humaines, non pas vous envoyer sur les mers, non pas vous envoyer dans le désert à la merci de la soif. Et dans la Méditerranée centrale, vous offrir comme proie aux requins et autres. Non, nous avons un autre dessein pour vous. Ce pays a besoin de vous, fabuleusement besoin de vous. Donc, à nous de créer, de saisir toutes les opportunités qui pourraient faire en sorte que vous considériez qu'il est mieux, 100 fois mieux, d'être au pays, entouré de la chaleur, de l'affection de vos parents et de nous tous, pour bâtir votre avenir en même temps que celui du pays, au lieu que de vous envoyer à votre perte. Jeunesse du Mali, l'avenir de notre pays s'envisage de manière radieuse. J'ai fait le point hier avec le secrétaire des Nations Unies, notre frère Mounji Andi, la MINUSMA. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les choses avancent. Qui aurait pu penser, il y a quelques mois, que les patrouillistes d'anciens Emmanuela, d'anciens groupes armés d'autodéfense de la région de Gao, Tombouctou, nos femmes pourraient patrouiller ensemble, traverser tout le Mali, aller jusqu'à Borsbra El Mokhtar, dans le sud algérien, récupérer des camions destinés à l'armée malienne et s'en retourner. Seul Allah subhanahu wa ta'ala pourrait faire ça pour nous, il l'a fait. Loin d'être un pays pauvre, le Mali, dira le président, est riche de ses terres fertiles et de son fleuve nourricier qu'est le Niger. Si nous avons donné la priorité à l'agriculture dans ce pays-là, ce n'est pas par caprice, c'est par intelligence de situation. C'est vrai, il y a de l'or au Mali, c'est vrai, nous aimons à dire que nous sommes troisième en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Mais notre or véritable à nous est l'or vert, celui que notre fleuve majestueux, le Niger, nous permet d'espérer. 1 million, sinon plus, d'hectares aménageables, presque de manière gravitaire, tant c'est plat. Cela n'est pas donné à tous les pays. Mais cette richesse, ce bassin fabuleux du fleuve Niger, risque d'être compromis. Pourquoi je n'ai cessé, au long des ans, de dire mon souci de la sauvegarde de ce fleuve Niger. Je crois qu'aujourd'hui, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, on a entendu. La Banque mondiale réunie à Lima a fait bon écho de nos soucis, le ministre des Finances. Il y a 2 ou 3 jours, à la Valette, à Malte, nous avons, au cours d'un petit déjeuner, avec nos pères et François Hollande, et Laurent Fabius et Ségolène Royal, en charge de la COP21, mis en bonne place sur l'agenda de la COP21, la sauvegarde du fleuve Niger. Donc,
prise en main au plan international comme participant de la sauvegarde de l'écosystème, de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique au plan mondial. Face aux défis actuels de la mondialisation, IBK recommande la performance, la persévérance, toutes choses ayant permis à nos jeunes footballeurs de se hisser haut dans la hiérarchie mondiale. Il s'est dit disponible. Et votre mission, la vôtre, est tout indiquée. C'est tenir le maillot de demain à hauteur de souhait, dans sa place. Vous qui ne demandez à évincer personne de la sienne, qui n'a aucune volonté hégémonique, sûrement pas, jamais, mais la place du Mali, celle que les Aiglonnais nous ont montrée. L'hymne du Mali résonnant dans le stade de Viña del Mar, au Chili, porté par ces jeunes de moins de 17 ans. Quel meilleur modèle pour un pays qui sort à peine de la crise la plus lourde, la plus profonde de son histoire. Cette jeunesse dont vous êtes est merveilleuse simplement, et il n'est rien, je dis bien rien, que nous ne ferions pour elle. Les journées portes ouvertes permettront certainement aux jeunes et aux moins jeunes de mieux connaître leurs institutions. Comment émerveiller par un speech, je dirais un discours? Eh bien, la question se trouve avec le président du Conseil national de la jeunesse, Mohamed Saleh Atourik, une fois de plus émerveillé cette fois-ci par un poème lu en Bamanankan, poème que vous pourrez suivre après cette édition. Le président de la République a reçu cet après-midi les joueurs de l'équipe nationale des moins de 17 ans, médaillés d'argent à la Coupe du Monde au Chili, et les filles qui ont remporté le trophée de l'Afrobasket des moins de 16 ans. Ibrahim Boubacar Keïta leur a exprimé la reconnaissance de la nation pour avoir honoré le pays. En guise de récompense, il a promis à chacune des basketteuses un logement et à chaque footballeur cadet 25 millions de francs CFA. Écoutons le chef de l'État, les propos recueillis par Khalifa Naman Traoré. Je vais dire mon sentiment à l'endroit de mes filles et de mes fils qui ont porté le Mali au firmament des nations du monde, en Afrique et dans le monde. À Madagascar, j'ai vibré avec vous au plus profond de mon être. Vous m'avez fait rêver, vous nous avez fait comprendre que désormais, le basketball est acclimaté à la vie du Mali. On ne peut plus parler de basketball féminin sans parler du Mali. Vous êtes devenu une référence africaine et mondiale. Et ma fille te l'a dit, Mariam, vous serez accompagnée en Espagne, fabuleusement. Nous serons avec vous. Je crois que ce que vous nous montrez, vous nous avez montré, je dirais un mot également de collègue garçon, ce que vous avez montré à ce pays-là et au monde, et à l'Afrique, nous engage très fortement à faire désormais une place de choix au sport dans toutes nos politiques. Et je crois que, monsieur le ministre des Finances, les prochaines prévisions budgétaires devront rehausser notablement le budget alloué au sport. Oui, Igor, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. C'est vrai que tout le temps, le nez collé sur les règles financières internationales, là, déséquilibre, mais ça fait notre équilibre national. C'est un élément qui participe du développement national, du développement humain national. Et ce n'est pas une activité minière, sûrement pas. Et il faudrait donc que nos politiques nationales en tiennent compte. Que ce ne soit pas seulement les jours de victoire, les jours où nous sommes en compétition à très haut niveau, que chacun de nous doit avoir le souci du sport. C'est quotidien. Les enfants de la vie, c'est un combat.
Ce n'était rien. Cette coupe-là, nous pouvions l'avoir fabuleusement, avec un score fleuve. Mais on s'est dit aussi que tout ce que Dieu fait est bon. Que ce pays de bonheur, ce pays de mérite, que ce pays qui a eu sur son sol des hommes parmi les plus saints, qu'il y en a encore aujourd'hui, ceux qui sont partis ne nous ont pas oubliés, ceux qui sont là aujourd'hui avaient les chapelets pour vous. Cela n'est jamais vain. Messieurs de la Fédération mondiale de football, auquel je demande de se ressaisir, vous n'avez pas le choix d'ailleurs. Vous n'avez pas le choix. Au niveau où ces jeunes nous ont amenés, je ne vous laisserai pas faire n'importe quoi. Il faut que le football malien se reprenne, soit mieux encadré, bien encadré, et comprenne sa mission historique, pas pour elle, cette fédération-là, mais pour le Mali. Et quand on mouille les moyens pour le Mali, il n'y a pas de complaisance possible. Je suis tellement heureux que je n'ai pas envie de lever la séance. Monsieur le Premier ministre, monsieur le membre du gouvernement, cher encadrement, nous allons savoir gré à nos filles de ce qu'elles ont fait pour le Mali. Chacune d'entre vous aura une maison. Chacune d'entre vous aura un iPad. C'est le moins que l'on puisse faire. Et nous continuerons de vous suivre. De vous suivre. Quant à vous, chers cadets, chers enfants, je vois que chacun de vous pourra enrichir son compte bancaire de 25 millions. Et monsieur le ministre des Finances, rougissez, renfrognez-vous, ça m'est égal. Je pense que ces 25 millions sont plus que de mérite avéré, établi. Et monsieur le Premier ministre a bien voulu s'assurer que cette somme-là était disponible. Vous l'avez amplement mérité, de la patrie malienne. Je dois dire aussi que les uns et les autres qui ont perdu quelques semaines de cours en raison des compétitions dans lesquelles vous aviez été engagés auront droit à des cours de rattrapage. Parce que nous tenons aussi à votre formation au-delà du football ou du basketball. Donc ça, c'est notre devoir. Nous le ferons. Que de bonnes nouvelles pour les jeunes et aussi pour le monde sportif. Audience à Koulouba, le président de la République a reçu cet après-midi l'ambassadeur de la Guinée au Mali. Il était porteur des messages du président guinéen Alpha Condé. Le contenu du message n'a pas été dévoilé à la presse. Voilà donc l'ambassadeur de Guinée dans notre pays qui a été reçu par le président de la République. L'ambassadeur était porteur des messages du président guinéen. Place de la République à présent. Les députés ont adopté hier en plénière le projet de loi portant prorogation des mandats des conseils des collectivités territoriales à titre exceptionnel. Le dit projet de loi va combler le vide institutionnel et juridique qu'engendre la non-tenue des élections locales et régionales. Mouhou Sissoko. Le projet de loi portant prorogation des mandats des conseils des collectivités territoriales à titre exceptionnel a été adopté par les députés à 112 voix pour, 5 contre et 0 abstention. Cette prorogation va du 27 octobre 2015 jusqu'à l'installation des nouveaux conseils des collectivités territoriales. Après analyse et après échange avec toute la classe politique et avec la société civile, quand la majorité des avis se regroupaient par rapport à la prorogation des mandats. Le gouvernement a tenu compte de cet avis-là pour pouvoir saisir l'Assemblée nationale afin de proroger les mandats. La Commission des lois constitutionnelles de la législation
de la justice et des institutions de la République constate que le projet de loi à nous soumis est une dérogation aux dispositions de la loi 2207 du 7 février 2012 portant code de collectivité territoriale. Le projet de loi n'est pas contraire aux dispositions de différentes lois relatives aux élections de collectivités. L'une des recommandations de la commission saisie au fond est que le gouvernement établisse le plus rapidement un calendrier. Il ne le fera pas par loi, il le fera par voie réglementaire. Donc cette recommandation sera suivie. Le ministre en charge de l'organisation des élections tracera un chronogramme au bout duquel il proposera au gouvernement un décret ou une feuille de route. Une autre recommandation aussi a été de ne pas les tenir le même jour. Les débats sur l'adoption du projet de loi relatif à la prorogation des mandats des conseils des collectivités a suscité plusieurs interrogations. Plus on continue à proroger les mandats, et bien plus on continue à permettre aux maires de continuer à profiter de la situation. Il est bon que les maires comprennent que désormais le gouvernement prend les dispositions pour contrôler les données qui sont transférées à leur niveau. Quand on me dit que c'est l'insécurité qui fait qu'on ne pouvait pas faire les élections du 25 octobre, je ne suis pas d'accord. Au 25 octobre, tous les partis étaient prêts, ils avaient déposé des listes. Même à Kidal, les listes avaient été déposées. Tant qu'il y a des guerres d'intérêt au-dessous de cette prolongation-là, il n'y aura pas d'élection au Mali. Nous savons aujourd'hui combien de fois les populations sont en train de souffrir de la mauvaise gestion de ces conseillers qui sont là. Pour le ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État, il faut réunir certaines conditions pour organiser ces élections. Vous savez comme moi qu'on a plus de 100 000 Maliens à l'extérieur qui ne peuvent pas décider de qui va gérer leurs affaires locales. Donc le gouvernement a demandé à l'auguste assemblée dans sa sagesse de comprendre qu'il souhaite qu'il bénéficie d'un temps pour permettre à ces Maliens de revenir, de s'inscrire sur les listes électorales, d'avoir leur carte NINA, d'avoir une administration publique sur l'ensemble du territoire pour surveiller les élections, garantir leur transparence. Accepter que l'on vote à Taï, à Koulikoro, à Bamako, à Sigasso, à Ségou, à une partie de Ségou, en laissant de côté Gao, Tombouctou, Kidal, une partie de Mopti, une bonne partie de Mopti. Cela veut dire que nous acceptons nous-mêmes, de fait, la séparation, la cession de notre pays. Il s'agit du Mali, il s'agit de l'unité, de l'intégrité territoriale du Mali. Le ministre n'exclut pas la mise en place de collèges transitoires dans des collectivités ne disposant pas de conseils communaux depuis le début de la crise en 2012, faisant ainsi allusion à certaines communes dans les régions du Nord. Et suite au vote de la loi sur le quota genre, plusieurs associations de femmes saluent et félicitent les députés. Ici, nous avons reçu le message du Bureau national des femmes du RPM, la plateforme des femmes leaders du Mali et de l'association, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO. Tous saluent cette avancée en ce qui concerne la gestion genre dans notre pays. Célébration de la Journée mondiale du diabète à l'hôpital du Mali. Elle est organisée par la Fédération nationale des diabétiques en collaboration avec l'ONG Santé Diabète et le service endocrinologie et de diabétologie du Mali. Journée marquée par l'inauguration de nouveaux centres de dépistage du diabète à l'hôpital du Mali. La sensibilisation et le dépistage continuent. Mahamadou Doumbia. Plus de 300 millions de personnes souffrent du diabète à travers le monde et l'OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde si rien n'est fait. Au Mali, pour une population d'environ 15 millions d'habitants, le taux de prévalence est de 9,3%. S'il nous avait été donné de choisir entre les clés de tous les trésors d'ici bas acquis pour l'éternité et le privilège d'obtenir la guérison commune de tous les patients diabétiques, nous aurions choisi la guérison commune de tous les patients diabétiques du monde, car le diabète est un mal éprouvant, esquintant, ruinant, affligeant, coûteux, désespérant et indisposant.
Les causes de l'accroissement du taux de diabète s'expliquent par le fait que les gens sont de moins en moins actifs ou ne font pas de sport, mangent de moins en moins d'aliments sains, notamment les fruits et les légumes. La plupart consomment des aliments riches en sucre, en sel et matières grasses et en calories, mais pauvres en nutriments, comme l'a souligné le représentant délégué de l'OMS, Yao Théodore. Les enfants n'échappent pas à cette maladie qui peut survenir à tous les âges, et le thème de cette journée intitulée « Attendre et espérer » leur convient mieux. Dans un sketch, ils ont rappelé que les enfants malades cessent d'être pris en charge par l'ONG Santé Diabète dès l'âge de 25 ans. Cette situation mérite aujourd'hui une réponse positive de la part des autorités sanitaires face à ce cri de cœur. Je voudrais en tout cas rassurer de l'accompagnement du ministère de la Santé pour faire avancer cette lutte. Et ceci s'inscrit en droite ligne dans la question des maladies transmissibles dans le cadre du PRODES. Et je pense que le diabète occupe une place de choix par rapport à l'émergence de ces maladies transmissibles. Cette cérémonie internationale de lutte contre le diabète a été marquée par l'inauguration d'un centre de prise en charge des diabétiques à l'hôpital du Mali et des séances de dépistage de cette maladie silencieuse. L'association malienne de lutte contre la maladie n'est pas restée en marge de cette célébration. Au centre de lutte contre le diabète, ses responsables ont inauguré les nouvelles salles d'hospitalisation réalisées à hauteur de 17 millions de nos francs, et cela grâce aux bonnes volontés qui ont d'ailleurs remis du matériel estimé à plus de 10 millions de francs CFA. Boubacar Sissoko. Cette journée est la plus importante campagne d'information et de sensibilisation consacrée au diabète. Cette année, la journée a mobilisé les personnes vivant avec le diabète et les organisations de bienfaisance. Le diabète est une maladie non seulement invalidante, mais une tueuse silencieuse. De plus en plus, les populations conscientes de la maladie se font dépister. Les âmes sensibles font œuvre utile au centre de lutte contre le diabète. Je suis en partenariat avec les Américains qui, depuis plus de 10 ans, des matériaux à leur remettre d'une valeur de 10 millions. Et c'est pour cela que j'avais envoyé depuis 2 ou 3 mois, mais ils m'avaient dit d'attendre la remise du 14 novembre, qui est une date internationale de la lutte contre le diabète. De quoi se réjouir, l'association malienne de lutte contre le diabète, qui attire l'attention des autorités sur la gravité de la maladie et son taux élevé au sein de la population malienne. Le taux de prévalence du diabète est en hausse. Les gouvernements doivent faire de la lutte contre le diabète une priorité, car le diabète est considéré aujourd'hui comme un problème de santé publique. Raison pour laquelle l'association malienne de lutte contre le diabète, depuis sa création en juin 1991, a pris le devant en créant des cellules associatives dans toutes les régions du Mali. Pour ce faire, il faudrait une solidarité agissante en faveur des diabétiques. Le diabète est en train de réduire des centaines de familles à la pauvreté. C'est pour cela que nous ajoutons notre voix à celle de l'association malienne de lutte contre le diabète pour appuyer tous les plaidoyers adressés aux hautes autorités de notre pays afin que le diabète soit considéré comme une maladie sociale. Selon la représentante de la première dame, Keita Aminata Maïga, l'assistance des malades du diabète est plus qu'un devoir. J'invite donc chacun à se joindre à l'AMLD et tous les autres acteurs pour des actions efficaces contre le diabète. Cette journée était l'occasion pour l'association malienne de lutte contre le diabète d'inaugurer les nouvelles salles d'hospitalisation, réalisées à hauteur de 17 millions de francs CFA environ grâce au concours du Lions Club Bamako-Sigui. Nous restons dans le registre sanitaire avec ce lancement à Ségou de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Le coût de l'opération est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA pour plus d'1 700 000 personnes. Moustiquaires, pardon. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Kandé Silla. Pour cette deuxième édition de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, ce sont 1 731 moustiquaires qui ont été mobilisés par le Programme national de lutte contre le paludisme à travers un financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'USAID et PC Mali. Au titre de cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides, le Fonds mondial et l'USAID PMI
vont mettre à la disposition du gouvernement de la République du Mali plus de 1 700 000 moustiquaires à une valeur de 3 milliards 110 millions de francs CFA. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le gouvernement du Mali a fait de la lutte contre le paludisme une priorité nationale. Mais malgré tout, le taux de décès liés à la maladie reste élevé. Le paludisme est responsable de plus de 2 millions de décès, parmi lesquels 90% surviennent en Afrique subsaharienne par an. Le paludisme est également responsable d'avortements spontanés, de faible poids de naissance et de mort de nouveau-nés avant l'âge de 1 an. C'est pourquoi, en remettant les moustiquaires aux premiers bénéficiaires, Madame le ministre a tenu à mettre un accent particulier sur l'utilisation de ces moustiquaires. Pour lancer un appel solennel à l'ensemble de la population de la région de Sédhiou à prendre part massivement à cette campagne, à installer correctement les moustiquaires reçus et surtout à dormir toutes les nuits, je dis bien toutes les nuits et en toute saison sous ces moustiquaires et à bien les entretenir. Les autres temps forts de cette cérémonie ont été une présentation du groupe Nigolon sur l'utilisation de la moustiquaire, la remise des motos destinées aux points focaux. Fin de stage à l'école de maintien de la paix. Il s'agit de stage de post-commandement bataillon, d'une formation genre post-crise et d'un stage de pré-déploiement des policiers des Nations Unies. Ces 3 formations ont été financées par les Pays-Bas et l'Allemagne en collaboration, bien sûr, avec l'école de maintien de la paix. Rachel Tessougué. L'objectif de ce stage était de donner aux participants civils et militaires les connaissances et le savoir-faire nécessaires à leur emploi dans le cadre d'une opération de soutien de la paix. Parmi les différents modules, la formation obligatoire au déploiement des policiers des Nations Unies et celle sur les vrais enjeux des violences faites aux populations civiles pendant les conflits. La première semaine du stage a été consacrée au module sur l'architecture de paix et de sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine, les instruments juridiques dans les opérations de soutien à la paix, l'évolution des opérations de soutien à la paix, les partenaires, les actions civilo-militaires, le travail avec les médias, les techniques de négociation et de médiation, le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, et la réforme du secteur de la sécurité. L'ambassadeur des Pays-Bas au Mali se dit ravi de la bonne tenue de cette formation. Pour lui, cela contribue directement aux différents processus de paix dans le monde. Les actions décidées par un PCBA font le cœur de l'efficacité des opérations de maintien de la paix effectuées par des militaires dans un pays pendant et après un conflit. Maintenant, c'est à vous, chers stagiaires, d'appliquer ce que vous avez appris dans vos propres armées et organisations de maintien de la paix. Un accent particulier a été mis sur la dimension genre dans les initiatives post-conflit en vue de favoriser l'égalité entre hommes et femmes en période post-conflit. L'EMP au service du continent pour la paix. Insuffisance du personnel et manque de ressources financières, ce sont les défis à relever pour une meilleure production de données statistiques au Mali. Ces difficultés ont été évoquées au ministre de l'Aménagement du territoire et de la population en visite à l'Institut national de la statistique créé il y a juste 6 ans. Agalia Gagissa. Il n'y a pas de développement harmonieux sans données statistiques fiables. Conscient de cela, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population s'est rendu à l'Institut national de la statistique pour constater de visu les conditions de travail du personnel. L'Institut national de la statistique compte 112 agents répartis entre 5 structures en staff et 5 divisions. Après la visite de différents services, le ministre a rencontré le personnel, occasion pour recenser les difficultés du moment. La production statistique dans notre pays a été très abondante ces dernières années. Ces sacrifices consentis jusque-là et qui ont permis vraiment des avancées significatives saluées par l'ensemble des acteurs du système et les partenaires techniques et financiers risquent de ne pas apporter les résultats escomptés si des dispositions urgentes ne sont pas prises pour doter l'INSTA de ressources humaines suffisantes et de qualité.
La seconde difficulté porte sur le financement durable des opérations statistiques. Parce qu'ils ont quand même 112 agents. Il faut rationaliser pour voir comment on peut pallier. Maintenant, la deuxième difficulté, c'est les financements. Bon, j'avoue qu'il y a eu beaucoup d'avancées significatives à ce niveau parce que nous venons d'adopter déjà en Conseil des ministres la loi sur le système statistique national. Ensuite, nous avons dans le pipeline un certain nombre de dispositifs tels que le Fonds national de la statistique. Le ministre a salué la bonne collaboration entre la direction de l'établissement et les travailleurs avant de réaffirmer son soutien à l'ensemble du personnel. Demain 15 novembre, le Mali célèbre la 5e édition de la Journée nationale de souvenir aux victimes d'accidents de la circulation routière. À cette fin, le ministre de l'Équipement, du Transport et du Désenclavement a adressé aux usagers de la route un message que je vous propose d'écouter. Ces propos ont été recueillis par Ibrahim Atchokari. Cette année, dans le cadre de la commémoration de la 5e édition de la Journée nationale de souvenir aux victimes d'accidents de la circulation routière, il est prévu des visites aux accidentés de l'hôpital Gabriel Touré et un échange avec le corps médical. À la Direction générale de la protection civile, dont le personnel au quotidien porte secours aux accidentés de la circulation routière. Ces visites appellent ces deux services à continuer avec courage et détermination afin de sauver encore et encore des vies humaines. Vous comprendrez aisément que la lutte contre l'insécurité routière est multisectorielle et requiert une synergie d'action de tous les jours pour réduire les accidents de la route et les drames qu'ils causent. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme était sur quelques sites des artisans de Bamako. Il s'agit du site de Amdalaï et du site du marché de Médine. Le président de la Chambre des métiers à l'issue de la visite, Mamadou Minkoro Traoré, au micro de notre reporter Adama Kulbeli. Des compétences techniques existent chez nous pour lutter contre la pauvreté. C'est ce que le Centre de développement de l'artisanat textile a démontré avec l'encadrement des associations des femmes de Koumantou dans le cercle de Bougouni aux techniques de la transformation du coton. Les techniques sont la filature, le tricotage, le tissage et la teinture. C'est une filière très économique et qui offre plus d'emplois, dit le formateur. Si vous prenez par exemple 100 kg de coton, transformé en coton graine, transformé en fibre fois 40 kg. Les 40 kg aujourd'hui, en valeur ajoutée, transformé en fallait, il faut 40 multiplié par 1500, c'est-à-dire à peu près 60 000. Donc, si vous regardez que si la CMDT vend à 900, ça veut dire que c'est 36 000. Si nous-mêmes nous cultivons notre coton, ça veut dire que nous avons déjà une économie de 60 000. Voilà, ce reportage vous a déjà été diffusé dans l'édition d'hier soir. Je crois que nous n'avons pas sous la main celui annoncé. Nous espérons l'avoir pour les prochaines éditions. À marge du forum régional de Gao, le ministre de la Réconciliation nationale a inauguré le monument de la paix érigé au quartier château de Gao, symbolisant l'unité et la cohésion sociale. Il est une initiative de la mairie de Gao. Boubacar Babletouré. Bâti au rond-point du quartier château de la cité Zaskia, ce monument qui vient d'être inauguré par le ministre de la Réconciliation nationale, Zabi Ould Sidi Mohamed, est désormais baptisé monument de la paix. C'est un symbole pour l'unité retrouvée. Formant un cercle autour de la carte du Mali, 8 femmes représentant les 8 régions du Mali se tiennent les mains et réclamant ainsi un Mali un et indivisible. Réalisé sur fonds propres de la commune urbaine de Gao, ce joyau architectural est une contribution de la mairie de Gao dans la consolidation de la paix et la réconciliation nationale. Aujourd'hui, grâce au génie créateur de notre peuple, au discernement de nos dirigeants et à l'esprit de pardon, l'espoir est permis. Notre cité retrouve petit à petit son illustre d'antan. Monsieur le maire, cette journée, vous avez débarqué avec nos frères de l'opération Serval, avec le drapeau malien. Vous étiez parmi les premiers qui avaient atterri ici à Gao lors de la libération de la ville. Aujourd'hui, vous voilà encore magnifier notre grand Mali
par cet excellent monument, ce très beau monument, qui est très explicite pour tous les Maliens. Explicite parce qu'il symbolise un Mali debout, un Mali fier de son histoire, un Mali fier de son drapeau, mais aussi un Mali qui tient à son unité, car quand on regarde ce drapeau, on voit un peuple, un but, une foi. Cette cérémonie d'inauguration a regroupé les autorités administratives, les chefs de services régionaux et les leaders communautaires de la cité des Askia. Centenaire du président Modibo Keïta, Sikasso a rendu hommage aujourd'hui à l'homme panafricaniste, père de l'indépendance de notre pays. C'était sous la présidence du gouverneur de la 3e région, en présence du vice-président de la Commission nationale d'organisation de l'événement, de la famille politique de l'UMRA et de nombreuses autres personnalités. C'est Kokonaté depuis Sikasso. Pour cette étape de la commémoration du centenaire du président Modibo Keïta, premier président de la République du Mali, les populations de Sikasso ont répondu à l'invite de l'histoire, puisqu'il s'agit de l'homme que Sikasso a connu au début de sa lutte politique, alors enseignant dans cette ville. Et c'est au groupe scolaire Omar Keleti Berté, dans l'ancienne école, que le top départ a été donné. Montée des couleurs, visite de sa salle de classe, déclamation poétique. La symbolique de la journée est forte. Pour dire au peuple malien que Modibo est parti d'ici, c'est ici qu'il a fait ses armes. Et Sikasso peut à juste titre revendiquer une paternité de ce que Modibo a été. Donc nous avons voulu lier cette symbolique pour rehausser une dimension de ce qui caractérise Modibo Keïta qui n'est pas toujours connu. Les cyclistes prennent alors le relais pour le Grand Prix dédié au président Modibo Keïta. 65 coureurs sur un circuit fermé de 70 km. Le départ est pris devant le conseil de cercle. Près de 2 heures de course, Ebrima Diarra enlève la course dans une ambiance folle de mordu du vélo. Et l'homme qui donne son nom au Grand Prix était aussi sport. Modibo était aussi un sportif. Il a mené une vie sportive saine ici pour dire à la jeunesse que nous avons choisi le cyclisme. Parce que le cyclisme, c'est la discipline qui peut regrouper filles et garçons dans les mêmes règles de compétition et que c'est le meilleur qui gagne toujours. Très sincèrement, nous remercions d'abord nos hautes autorités d'avoir pensé à Sikasso, de l'avoir associé à cette célébration. Alors vous avez suivi vous-même, en tout cas tout Sikasso est mobilisé, à commencer par la montée des couleurs ce matin à l'école A, où Modibo a servi comme instituteur, jusqu'à cette étape de course de cyclisme. Projection de films sur la vie de Modibo Keïta, témoignages de compagnons de lutte figurent également au menu de cette commémoration. Promotion des activités commerciales entre la Turquie et le Mali. Une délégation d'opérateurs économiques turcs a effectué une visite à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les détails avec Innaba. Après le forum d'affaires Mali-Turquie tenu hier au Musée national, la délégation turque a été reçue par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Au menu des échanges, la mise en œuvre du protocole d'accord entre la CECIM et le Conseil des relations économiques étrangères de Turquie. La délégation turque est composée d'opérateurs économiques spécialisés dans différents domaines d'activité. Le but de cette site ce matin, c'est pour amener nos partenaires turcs qui ont passé hier au musée pour le forum d'affaires, les montrer les équipements que nous disposons ici, pour voir dans quelles conditions qu'on peut tenir un autre événement dans ce site, pour faire avec une foire d'exposition de vente, ou les faire participer à notre foire de FEBAC qu'on va tenir l'année prochaine. Le Mali et la Turquie entretiennent de bonnes relations dont le but est de promouvoir des activités commerciales entre les deux pays. Notre pays accorde beaucoup d'importance dans cette région de l'Afrique et nous voulons faire des projets plus bénéfiques en collaborant avec les businessmen turcs et maliens, mais aussi des investissements. La cérémonie s'est terminée par la visite du site de la FEBAC prévue en janvier 2016.
Et la Chine, à travers son ambassade au Mali, qui manifeste sa solidarité en faveur de la presse malienne, elle vient de doter certaines rédactions d'outils de travail. Ces outils qui vont renforcer naturellement les conditions de travail de nos confrères. Moussa Fani. La République populaire de Chine multiplie ses dons à l'endroit de la presse malienne. Elle vient d'offrir des équipements bureautiques composés d'ordinateurs, d'imprimantes et autres accessoires à certains organes de presse. Cet appui de la Chine devra contribuer à améliorer les conditions de travail des agents de structures bénéficiaires. Un geste hautement salué par le directeur général adjoint de l'ORTM. Ces gestes ne nous surprennent pas, car la République populaire de Chine, depuis les premières heures de notre accession à l'indépendance, s'est engagée dans un accompagnement assez profond et dans tous les domaines. En ce qui concerne la presse et les médias, vraiment, nous vous en remercions. À rare, les organes aussi présents qui n'ont pas bénéficié d'une aide de la République populaire de Chine, ou par des stages, par des dons, par des formations approfondies. En plus des équipements bureautiques, l'ambassade de la Chine au Mali a également remis des motos au journal L'Indépendant. Selon l'ambassadeur, la coopération sino-malienne couvre tous les domaines. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous adresser mes vifs remerciements. Et donc c'est juste dans le but de remerciement et aussi d'apporter une contribution dans la mesure de notre moyen à l'amélioration de vos conditions de travail et du niveau de votre service que l'ambassade de Chine vous offre ce lot de matériel qui inclut des équipements de bureau, des ordinateurs, des motos. Ce don est limité, mais notre sentiment amical est illimité. Des organes de presse bénéficiaires de cet appui sont Les Échos, L'Indépendant, Mali-Jets, Mali-Web, l'Essor et l'ORTM. En deuxième région, Suisse Contact Fibani vient de tenir une rencontre avec les producteurs agricoles de la région de Koulikoro. L'objectif est de renforcer la synergie d'action existant au sein des acteurs afin de mieux consolider les acquis et bien planifier les grandes lignes de la phase 2 du projet. Brima Kone depuis Koulikoro. Cette rencontre est mise à profit pour bien mesurer les acquis du projet Fibani. Ainsi, l'on note la réalisation de 260 projets de formation en arboriculture, apiculture, aviculture, conservation, embouche, étuvage de riz, j'en passe. Ces projets qui auront profité à 6527 personnes ont coûté globalement 503 700 000 francs CFA. Nous sommes contents de cette rencontre organisée par Suisse Contact Fibani car elle permet de consolider les acquis du projet et aussi permet-elle d'entreprendre des voies et moyens pour réussir la phase 2 du projet Suisse Contact Fibani. Cette rencontre aura été aussi une occasion de raffermir les liens entre le projet Fibani et le Conseil régional de Koulikoro. Ces deux structures, dont le partenariat profite bien aux populations de la deuxième région, sont résolument engagées pour un développement rural durable. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de présenter quelques fiches qu'on a réalisées sur des projets qu'on appelle des fiches pilotes pour présenter les acquis des formations sur le terrain. Et donc, nous venons de réaliser 4 fiches sur 4 types de projets. Donc, ces fiches ont été réalisées dans 4 cercles de la région de Koulikoro pour pouvoir servir d'outils de capitalisation pour le futur. Le projet Fibani a fait augmenter le revenu de ces populations. Les cultivateurs de sésame, les organisations paysannes, en fait, tout le monde a eu sa part dans ce projet Fibani. Pour la deuxième phase du projet Fibani, nous voulons que ça soit encore plus vite, plus concret. Fibani cible les producteurs agricoles en demande de compétences supplémentaires afin d'améliorer leurs revenus et du coup leurs conditions de vie. Et suite à la participation des Aiglonnais à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, l'association de la cellule des 100 voix exprime sa satisfaction pour la prestation des jeunes
en se classant deuxième. Les attentats de Paris ont aussi reçu quelques motions de soutien. L'Union pour la République et la démocratie, URD, qui a appris avec consternation que plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés suite à des attaques terroristes. En cette douloureuse circonstance, l'URD présente ses condoléances aux familles de disparus, au président de la République française, au gouvernement français et à la nation française. L'URD condamne ces attaques terroristes et barbares que rien ne saurait justifier. L'URD exprime enfin toute sa solidarité et tout son soutien à l'endroit du peuple français. Même compassion du côté du Parti uni pour la République pure et aussi l'Alliance démocratique pour la paix. Ils présentent tous leurs condoléances au peuple français et compatissent en cette douloureuse circonstance. C'est la fin de cette édition. Je vous donne cette nouvelle sportive juste avant de refermer. Un match aller du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du monde de football, le Botswana a battu cet après-midi par 2-1. L'unique réalisation malienne est l'œuvre de Sambasso à la 56e minute. Le match retour est prévu mardi à 19h au stade du 26 mars. A signalé que les joueurs ont observé au début de la rencontre une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Voilà, c'est tout pour cette édition et à demain.